Alors, qu'est-ce que c'est que le lobbying? Moi, j'aime pas les définitions qui sont étroites. Pourquoi? Parce qu'on verra ensemble qu'il y a toute une typologie du lobbying. Le lobbying consumériste, le lobbying médiatique, le lobbying d'affaires, le lobbying commercial, le lobbying financier, etc., etc. En fait, le lobbying, c'est une vraie activité, c'est toujours la même méthodologie, mais ensuite on peut la pratiquer différemment, notamment autour du lobbying territorial. La définition que j'aime bien, parce que je me retrouve dedans, c'est de dire que le lobbying, c'est se faire l'avocat d'une cause. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais voir un élu, je suis l'avocat de la cause et la défendre devant des juges que l'on s'est choisis. Voilà. C'est ça qui est intéressant et passionnant dans ce métier, c'est que contrairement à l'avocat, on n'a pas un juge qui est déterminé, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir un travail d'identification du décideur. Des fois, c'est le décideur hiérarchique, des fois, c'est une personne qui est à l'intérieur d'une structure, d'une institution, par son charisme, par son travail, etc., va être la personne qui est influente. Voilà. C'est vrai qu'à Bruxelles, en plus, ça a du sens parce qu'aujourd'hui, l'un des termes qui est le plus utilisé pour parler de lobbying, c'est le mot advocacy, plaidoyer. Donc moi, j'ai ce sentiment-là, c'est qu'à chaque fois que je vais voir un élu, eh ben, quelque part, je fais une petite forme de plaidoyer par rapport à un sujet, par rapport à une position que je dois défendre. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition que j'aime beaucoup aussi, parce que aujourd'hui, je vois des acteurs qui sont de tous les univers qui se mettent au lobbying, c'est de dire que il y a du lobbying à chaque fois qu'un homme de l'art, quel qu'il soit, quel que soit son univers professionnel, va expliquer à un décideur ou un leader d'opinion les conséquences de sa prise de décision sur sa propre activité. Je suis étonné. Depuis quelques années, je vois des ingénieurs, parfois dans des sujets, l'aéronautique, etc., qui me disent « Mais monsieur Gosselin, moi je suis ingénieur, je ne suis pas lobbyiste, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas lobbyiste comme vous au quotidien que je n'ai pas des problèmes de lobbying. » Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des managers, 2 fois par an, 3 fois par an, qui se disent « Cette problématique s'apparente à une problématique de lobbying. Pour moi, elle est très importante et donc je dois la traiter comme telle. » Alors ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que si on revient à l'étymologie du terme lobby, alors évidemment, il y a beaucoup d'interprétations. Moi, je fais ce métier depuis de nombreuses années. Donc, certains m'ont expliqué que c'était Jean Santerre, le premier lobbyiste, d'autres que c'était Abraham. Enfin, tout dépend de la confession religieuse qu'on a. Moi, ce que j'aime beaucoup dans toutes les explications qu'il y a, c'est celle qui concerne le président Grant. Voilà. Je crois qu'elle est assez juste et en tous les cas, elle a beaucoup de sens pour notre activité. La petite histoire raconte que le président au début du 19e siècle, le président Grant s'est un peu chamaillé avec sa femme parce qu'il fumait le cigare. Elle lui a dit « Écoute, il faut que tu trouves un autre endroit pour travailler. » Et assez énervé, il est parti travailler dans un grand hôtel qui existe toujours, qui est à l'angle de Cass Street, qui est d'ailleurs la grande avenue que vous voyez souvent dans les séries américaines. Et puis, il a commencé à faire ses audiences dans une chambre d'hôtel. Et donc, évidemment, les gens qui attendaient pour voir le président des États-Unis, ils étaient dans le lobby de l'hôtel. Et donc, petit à petit, les journalistes de l'époque ont commencé à dire « Ah bah tiens, ce sont les gens du lobby, ce sont les lobbymen, ils font du lobbying, etc. » Et tout ça, ça a beaucoup de sens pour moi. Parce que quand vous êtes salle des 4 colonnes, en face de la chambre, de l'hémicycle, ou vous soyez devant n'importe quelle institution, eh ben, vous êtes dans l'antichambre en fait. Et à part le mardi ou mercredi pour la France, c'est là où on prend des contacts, etc. pour prendre des rendez-vous. Et moi, je crois que ce métier, ce n'est pas un métier qui se fait sur une chaise en réfléchissant au téléphone, qu'à un moment, il y a besoin d'humain. Et que cet humain, on le retrouve bien dans cette notion d'antichambre. Ça veut dire qu'à un moment, pour influencer un décideur, un leader d'opinion, il faut rencontrer cette personne. Et il faut, alors c'est pas très joli, mais dans le milieu on dit harponner les élus, mais c'est bon, on blesse personne, mais à un moment, il faut prendre son téléphone, il faut y aller, il faut se déplacer, etc. On est dans quelque chose qui s'apparente un peu à ce type d'activité. Voilà. Alors, je rajouterais simplement, pour être exhaustif, que cette activité, même si la terminologie, on le verra ensemble, est anglo-saxonne, elle se pratique depuis des temps très anciens en France, que sous Louis XIV, à la cour du roi Soleil. Alors c'était assez simple d'ailleurs, parce qu'il y avait un décideur pour tout le monde. D'ailleurs, il se baladait en perruque en disant « l'État, c'est moi », donc c'était assez clair. Mais par contre, la pratique, c'était la même. C'est-à-dire qu'il y avait même un système d'agrément, puisque pour rentrer dans l'enceinte de Versailles, il fallait louer une épée, sinon on ne rentrait pas dans Versailles. Et ensuite, tous les raisons étaient bonnes, tous les objectifs étaient possibles pour rencontrer le roi. Donc ça veut dire qu'on profitait du roi qui se levait, qui mangeait, qui se promenait dans le jardin, pour essayer d'abord d'avoir cette proximité physique, pour ensuite lui passer le message. Alors évidemment, tout le monde n'était pas bien né, tout le monde n'avait pas l'étiquette qu'il fallait, etc.
Et dans ce cas-là, simplement, on changeait d'objectif, c'est-à-dire qu'on essayait de faire passer les messages à ceux qui avaient l'oreille du roi, les courtisanes, les gens qui étaient à la mode, etc., pour justement, au final, toucher le décideur. Bon, cette pratique, elle existe toujours. Ce que je veux rajouter aussi, pour être plus complet, c'est que je pense que pour faire, par exemple, les meilleures lois, pour prendre les meilleures décisions, il faut écouter l'ensemble des parties prenantes. C'est pour ça que pour moi, cette activité est légitime. C'est-à-dire que ce qui m'est insupportable, c'est de ne pas pouvoir m'exprimer. Moi, je considère que dans un processus de décision, il faut que chaque partie prenante, chaque lobby puisse s'exprimer. C'est ce que d'ailleurs les pouvoirs publics appellent la concertation. Moi, je considère donc que le lobbying est un outil de la démocratie. Je considère d'ailleurs que l'État, le gouvernement, pour prendre les meilleures décisions, doit écouter un maximum de personnes. Alors des fois, j'ai le sentiment d'être très performant et puis qu'au final, mes idées ne soient pas reprises. Mais le minimum, c'est que j'ai la capacité de m'exprimer. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le lobbying comme une méthodologie. C'est ce que je vais vous expliquer pendant cette journée de formation. Alors, cette méthode, vous allez voir, c'est 4 étapes. Il faut les respecter. Mais c'est une méthodologie. C'est que ce que j'apprécie ou ce contre quoi je me bats, c'est contre la suspicion par rapport à cette activité. Cette activité, elle n'est ni bien ni mal. C'est une méthode. Voilà. Alors évidemment, derrière, il y a l'éthique, etc. On peut faire avec cette méthode des choses qui sont extraordinaires et positives. On peut faire aussi, mais comme tout, comme quand on fait du commerce, on peut faire du commerce éthique, on peut faire du commerce non éthique. Donc ça, pour moi, c'est essentiel de bien l'appréhender quand on fait une démarche de lobbying.